Les élections présidentielles arrivent dans un an. Et sincèrement, moi, je n'ai aucune idée de pour qui je vais voter. C'est vrai que j'ai du mal à me dire, il y a telle personne ou telle personne qui a les épaules assez larges, l'intégrité, l'éthique, pour faire face aux défis qui sont devant nous. C'est un triste constat, mais c'est mon constat. Et j'avais déjà traité avec David Jays du manque de confiance dans les politiques, mais aujourd'hui je reçois Alice Barbe, qui est une entrepreneure sociale française, qui a cofondé et dirigé l'association Singa France, qui est une association qui est dirigée et qui aide les réfugiés. Et elle a été sélectionnée par les équipes d'Obama, parmi le monde entier. Il n'y a que 12 personnes dans le monde entier qui ont été sélectionnées, donc vraiment c'est notable, pour faire une formation avec toutes les équipes de la Maison-Blanche, du FBI, de la CIA, etc., pour former aux problématiques de demain. Vous allez voir que Alice, du coup, s'est interrogée sur ce que la France a besoin, quels leaders politiques et comment on peut les former. Et donc, c'est justement du sujet qu'on traite avec Alice pendant 1 heure. Donc, une conversation un peu plus longue que d'habitude, qui est évidemment très intéressante et à mon avis extrêmement importante parce que ce sont vraiment des questions essentielles. Alors évidemment, les projets d'Alice ne vont pas permettre de former des dirigeants politiques pour 2022, mais sans doute pour 2027, et c'est très important parce qu'il faut savoir que Marion Maréchal Le Pen a elle-même créé sa propre université, donc l'extrême droite est plutôt en marche de ce côté-là. Donc je vous laisse écouter cette conversation qui, encore une fois, est à mon sens très importante. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Alice. Bonjour. On va parler de leadership politique. Et en la matière, tu as fait plusieurs choses. En particulier, tu as créé une association qui s'appelle Zynga. Et tu as été dans la première, entre guillemets, fournée de la Fondation Obama. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'abord peut-être pourquoi Zynga, qu'est-ce que ça fait, mais aussi, du coup, le rôle qu'a joué la Fondation Obama dans ta perception de la politique? Alors, ça va au-delà de Zynga et ça remonte à avant. Moi, j'ai toujours fait partie des personnes qui levaient le poing depuis que j'ai 16 ans. Non, mais tu vois, ça peut paraître banal à 16 ans de lever le poing, mais... Moi, je ne levais pas le poing à 16 ans. Moi, je me suis retrouvée au Larzac avec José Bové. Je me suis retrouvée à Montréal avec le Printemps érable. J'étais à Occupy Wall Street. Enfin, très jeune, en fait, ce qui était mouvement citoyen, ça m'a passionnée parce que je sais pas si c'était par envie de suivre un mouvement ou réelle révolte. Je pense que c'était quand même un réel sentiment de révolte face à tout un tas de choses, le racisme, le capitalisme, le sexisme. Mais voilà, j'ai toujours eu un tempérament à lever le poing et faire contre. Et à 25 ans, après quelques années à voyager, j'ai travaillé un peu dans l'humanitaire, j'ai un peu aussi travaillé aux Nations Unies. J'avais de plus en plus cette colère en moi et Zynga, c'est une aventure qui démarre à la base avec 2 copains, Guillaume et Nathanaël, et on se retrouve et on partage un peu nos expériences. Eux travaillent dans l'humanitaire, notamment chez Amnesty International et à l'Organisation marocaine pour les droits de l'homme, et moi avec un background peut-être un petit peu plus ONU. On se dit mais bon, à force de lever le poing, le grand changement n'arrive pas. Et sur la question de la migration, on voyait le racisme monter, ça faisait des années qu'on voyait le Front National émerger, et moi, ce qui m'animait beaucoup, c'était de me dire comment on peut arrêter d'avoir des crispations identitaires sur l'immigration, sur la question des réfugiés, et arrêter d'avoir toujours un scope humanitaire ou sécuritaire, comme si c'était toujours bien ou mal, et on a monté le mouvement tout simplement en disant aux personnes demandeuses d'asile, réfugiées à Paris, quel est votre rêve, de quoi avez-vous envie? Et du coup, c'est un mouvement qui s'est monté, pas forcément contre, pas forcément le point levé, mais avec, et finalement, c'est devenu très vite un mouvement citoyen, à la fois de gens comme moi, qui sont des personnes locales, et de personnes, on dit les nouveaux arrivants pour pas stéréotyper les personnes réfugiées, demandeuses d'asile ou migrantes. Il y a tellement de mots en plus qui les stéréotypent. Et de co-construction. Et c'est devenu une très belle aventure parce qu'on a commencé à 3, puis 30, puis 3000. Aujourd'hui, il y a 50 000 personnes dans une dizaine
dizaine de pays en Europe et dans le monde. Et c'est là que j'ai découvert la beauté de ce que c'était que de faire du community organizing, des mouvements citoyens, et de dire finalement, c'est pas en racontant juste des histoires qu'on va changer le narratif, le paradigme, c'est en embarquant tout le monde et en permettant à chacun de créer des projets. Et ça, ça a été un peu le point de départ pour moi d'un parcours ces 8 dernières années d'apprentissage autour de la mobilisation citoyenne et de l'engagement. En fait, bien sûr, les personnes réfugiées n'ont pas forcément envie de s'engager si elles sont toujours mises au banc de la société. Et petit à petit, je me suis aperçue des mêmes choses. Tu peux les transposer dans plein d'univers différents. Donc, moi, je me suis engagée dans divers mouvements sur le féminisme avec Stop Harcèlement de rue, qui est aussi un mouvement citoyen, avec les Crapauds Fous, qui est également un mouvement citoyen sur la tech et l'intelligence artificielle, les migrations, le réchauffement climatique. Et tout ça fait que je me retrouve en 2008 à faire tout un tas de choses et je reçois un mail de la Fondation Obama qui me propose, alors bien sûr, ça passe par 6 mois de due diligence, d'entretien, etc. Je me retrouve à New York et je passe un an avec Columbia, à l'université de Columbia et avec les anciens de la Maison-Blanche, avec le président Obama, avec son épouse, la First Lady Michelle Obama, Ben Rhodes, Samantha Power, etc., à écouter et à apprendre et surtout à m'interroger. Me dire, OK, c'est très bien en fait que l'ancien président des États-Unis qui a incarné l'espoir, le changement et qui s'est fait explosé par Trump. Trump a quand même détruit tout ce que Obama avait fait. Souhaite transmettre à des personnes comme moi qui sont dans le community organizing, qui créent des mouvements citoyens, qui animent des mouvements citoyens, que ces personnes-là transmettent leur expertise, du pouvoir et du changement systémique et la notion d'impact, et surtout leur vision. Et alors, du coup, je pense que cette Fondation Obama... quasiment personne qui écoute en a jamais entendu parler. Comment se passe le processus de sélection et comment tu arrives parce qu'il y a quoi, 15 personnes en fait dans le monde entier. Comment tu es sélectionné parmi 15 personnes dans le monde entier par Obama. En tout cas, tu l'as rencontré plusieurs fois, donc je veux dire, il y a quand même ce truc qui existe, quoi. Ouais, on est 12. 12. La première promo, en plus, ils n'ont pas fait d'appel à candidature, donc ils ont un peu sélectionné par recommandation, mais aussi parce qu'ils ont quand même d'autres programmes, donc ils ont sélectionné parmi les candidats aux autres programmes, ils ont des fellows, ils ont des leaders, enfin, c'est toute une communauté. Donc moi, je reçois un email qui me dit ce serait bien que vous remplissiez un dossier. Et c'est intéressant parce que moi, je suis habituée, de par mon métier, enfin voilà, je suis directrice d'une organisation qui est une ONG, donc je sais faire des dossiers de demande de subvention, par exemple. Mais là, on me dit, non, il faut que tu nous racontes, toi, pourquoi tu te réveilles le matin, c'est quoi ta vision du monde. Moi, je me suis jamais posé la question du moi. Genre, je sais pas formuler, genre, moi, Alice Barbe, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pourquoi je me lève le matin? C'est très, à ce moment-là de ma vie, en tout cas, tout a toujours été collectif, quoi. C'est comment nous allons. Et pour la première fois, il faut que je m'interroge sur ces choses-là. Donc, on écrit des essais, quoi, sur pourquoi on se lève le matin, quel est le changement radical, systémique pour nous. Pour moi, du coup, c'est encore difficile de le formuler. Et puis quelques entretiens avec du coup des responsables de la Fondation Obama, mais également des équipes de l'Université de Columbia et le think tank Columbia World Project. Et je sais plus, 1er juin, où je reçois un email. D'ailleurs, je viens d'avoir une place en crèche pour mon fils après 1 an et demi d'attente. Et en même temps, je reçois l'email. Voilà, vous décollez dans 2 mois. Venez à Columbia avec toute votre famille et on vous prend en charge pendant 1 an. Et effectivement, on ne sait pas bien en fait ce qu'ils font la Fondation Obama. Même moi, à ce moment-là, je ne sais pas ce que je vais faire pendant 1 an. Et sur le moment, en plus, je me dis, c'est super parce que je vais avoir un selfie avec Barack. Un autographe. Voilà, je vais faire plein de levées de fonds pour Singa à New York. Et en fait, ça ne se passe pas exactement comme ça. Donc déjà, on n'a pas droit au selfie. Mais on a droit à des rencontres, en fait, qui sont de nature très confidentielle. Autrement dit, en fait, si on bouge de notre chaise, les Secret Service nous sautent dessus. Ils nous fouillent intégralement avant chaque rencontre pour qu'on n'ait pas de portable, pas d'iPad, pas d'iPhone, rien.
Mais ce sont des moments privilégiés où l'ex-président des États-Unis peut raconter en toute transparence son sentiment sur plein de choses. Et ce sont aussi des moments privilégiés parce que ce sont des moments où on peut le challenger. Et ça, c'est ce que je vais vivre pendant un an. 2 fois par semaine, on rencontre des personnes qui ont été aux manettes et qui ont pris des décisions, qui ne sont pas des décisions faciles. Et des décisions que, moi, à titre personnel, je condamne. Quand j'ai en face de moi la personne qui a pris la décision pour les États-Unis de ne pas intervenir en Syrie, j'ai tous mes potes derrière, j'ai tous leurs visages en tête, et qui sont syriens, ou autres d'ailleurs, parce que ça a eu d'autres impacts, et je suis en colère, et je pleure. Et en plus, ce sont des moments où on peut se permettre ça, en fait, parce que c'est très confidentiel, et ce sont des moments où moi, j'ai l'occasion aussi de dire, mais pourquoi t'as fait ça ? C'est dégueulasse, ta décision. Et le fait que les personnes en face de moi répondent, déconstruisent et argumentent, parfois en mentant, hein, on ne va pas se leurrer. Il y a toujours du mensonge dans la politique. Oui, pour se donner un petit peu aussi bonne image et pour ne pas expliquer les intérêts économiques qu'ils avaient avec tel ou tel. Mais ça me fait comprendre que, en fait, si j'étais à leur place, j'aurais également à prendre ces décisions, et que quand on est à la place des politiques, on doit prendre en compte tout un tas de paramètres. Et je crois que c'est pas quelque chose que j'avais appris dans ma vie, bien qu'ayant étudié les sciences politiques, le droit constitutionnel, etc. Et je trouve que sur les 12, on est 12 du monde entier, on est 2 Européens, il y a un Bulgare et moi. Ça nous apporte quand même un grand éclairage sur qu'est-ce que ça veut dire qu'être leader politique, et pourquoi on a besoin de leaders politiques qui sont intègres et éthiques. Et je pense que la Fondation Obama, aujourd'hui, c'est super parce qu'ils aident des milliers de community organizers à travers leurs différents programmes dans le monde entier, en créant cette grande communauté d'échanges, de partage. Mais l'agenda caché, ou je ne sais pas si c'est un agenda caché, mais en tout cas, moi, ma suspicion... Ta perception. Ma perception, ouais, c'est de me dire, mais en fait, ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Barack Obama, il n'a vraiment pas envie que ça se reproduise. Il n'a vraiment pas envie que des Trump arrivent partout. Et qu'il ait ou pas un héritage d'éthique, d'intégrité... peut-être que c'est pas tant ça qu'il souhaite promouvoir, mais c'est faire en sorte que cette légende, en quelque sorte, autour de lui, puisse prospérer à travers le fait que des jeunes leaders citoyens, civiques, s'engagent. Et ça, tu vois, c'est... moi, j'ai eu ce moment un peu où je me suis dit, OK... peut-être, toute ma vie, j'ai douté de moi, tu vois. J'ai eu un sentiment d'illégitimité, syndrome de l'imposteur. Je suis une femme, on m'a quand même beaucoup expliqué que... On va y revenir. Voilà. Qu'il fallait surtout pas que je fasse quoi que ce soit, que je parle trop fort. Et puis en plus, je suis jeune, j'ai 33 ans. Je me suis retrouvée directrice de Zynga, j'avais 25-26 ans, dans des sphères de pouvoir belles et intimes et puissantes. Voilà, de par le travail, quand tu travailles avec des personnes réfugiées, évidemment. Mais je me suis dit, OK, si quelqu'un comme lui me dit que je vaux le coup, peut-être que je suis pas si nulle que ça, en fait. Potentiellement, non. Potentiellement. Et ça, en fait, en prenant du recul, j'ai trouvé ça magique. Pas parce que ça a déclenché chez moi une envie irrépressible de prendre le pouvoir. C'est pas forcément le cas, d'ailleurs. Parce que c'est que ça reste terrifiant. Mais sur le fait de me dire, OK, en fait, des femmes comme moi et des jeunes comme moi, des activistes comme moi, il y en a des millions. Mais ils veulent pas y aller. Pourquoi c'est pas eux qui sont au pouvoir ? Et en fait, le parcours par lequel nous, les 12, on est passé, puis la cohorte suivante, voilà, je me dis, c'est ça qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, dans le pays qui est le mien, la France, je rencontre tellement de gens qui se battent tous les jours, qui sacrifient leur santé mentale pour des causes auxquelles ils croient, que ce soit des entrepreneurs sociaux, parce que je suis par ailleurs administratrice du mouvement Impact France, qui est le syndicat d'entrepreneurs sociaux, mais que ce soit aussi via Zynga, des combattants pour la liberté qui se sont battus dans leur pays, en Iran, en Russie, en Colombie. Et je me dis, mais
quand on leur parle de politique, à ces gens-là, ils disent « Ah non, surtout pas, non, surtout pas, je suis pas légitime, je peux pas, ça fait peur, ils sont tous pourris de toute façon. » Et ça m'a amené à m'interroger sur notre crédibilité, jeunes, engagés, militants, activistes, à sauter le pas. C'est drôle parce que tu sais, quand tu parles, je pense que si on me demandait le déjeuner que je rêverais d'avoir, je pense que ce serait avec Obama. Donc j'irais forcément, enfin, je pense que les personnes qui écoutent auraient envie de poser des milliards de questions, mais il est comment, machin. Mais oui. on va pas aller là-dessus, même si c'est sans doute très intéressant. Ce qui m'intéresse de comprendre, tu as dit tout à l'heure, tu as parlé d'éthique et d'intégrité. Moi, j'ai cette phrase en tête qui est, alors je la donne à Platon, mais je suis pas du tout sûr que ce soit Platon, qui est ce n'est pas le pouvoir qui pervertit les gens, mais les gens pervertis qui sont attirés par le pouvoir. Et en fait, je me pose la question, parce qu'effectivement, est-ce que vraiment on peut envisager d'avoir un personnage politique, tu vois, je dis pas un homme politique, hein, de manière volontaire, un personnage politique qui soit intègre et éthique? C'est horrible comme phrase, comme question, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Je n'ai pas aujourd'hui de parcours politique. En revanche, ce que j'ai fait, c'est d'aller interroger des personnages politiques. À mon retour, c'était une curiosité, c'était aller voir justement les personnes qui avaient soit réussi, soit s'étaient plantées, et avoir leur avis. Et tous m'ont dit, à partir du moment où tu rentres dans ce milieu, on te bouffe. Ou alors c'est toi qui bouffes. C'est ça. C'est l'image que j'en ai aussi. Ouais. Ceux que j'ai rencontrés sont plutôt ceux qui se font bouffer, je pense, ou en tout cas qui ont perdu beaucoup de plumes dans tout ça. Moi, je sais pas. J'aurais tendance même à penser, en fait, ça arrivera tôt ou tard. Qu'il faille piétiner son intégrité quand on est longtemps en politique. Après, j'ai envie de dire le plus tard possible. Mais justement, tu vois, par rapport au modèle américain, où finalement, ils ont le droit de se présenter que 2 fois. Exactement. Et s'ils perdent, finalement, ils ne se représentent jamais. Est-ce que ça implique pas une forme d'intégrité nécessairement? Parce que en France, le problème, c'est que les politiques, enfin, à mon sens, tu vois, moi, je suis moins jeune que toi, mais ils restent sur toute la durée. Et finalement, ce que j'entends moi, en tout cas, sur le fonctionnement des partis, c'est qu'une fois que tu es en haut, en fait, clairement, tu vas pas laisser la place aux jeunes, justement, de monter. C'est-à-dire que c'est hyper difficile. Hein. Et finalement, l'intégrité et l'éthique des politiques, la question était un peu dure, mais tu la retrouves beaucoup au niveau local, mais moins au niveau national. Il y a 2 points qui sont posés là. Ouais. C'est la capacité, quand tu démarres, à pouvoir te protéger. Qui, je pense, est très importante. Et c'est, moi, c'est clairement le diagnostic de dire quels sont les outils qui manquent, que l'on n'a pas aujourd'hui, notamment quand on passe par les grandes écoles. Je pense à l'ENA, qui est censée être une école d'administrateurs, quoi, pas de leaders, en fait. Et c'est vrai que je vois, j'entends, en tout cas, je rencontre des énarques parce que tu as fait 2-3 ans dans une école, tu t'arroges 40-50 ans à dire, non, j'ai une légitimité politique. Non, c'est évidemment le long terme, non. Et en plus, il y a un très gros déficit de formation sur l'éthique et sur la notion d'intégrité dans l'univers de l'ENA, mais bon, j'imagine... moi, j'ai pas été énormément dans les partis, mais j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait un énorme focus là-dessus. Sur les idées, bien sûr, et c'est pour ça que les partis existent, mais sur la protection, parce qu'il faut qu'on protège nos leaders, je pense. Il faut qu'ils arrivent à se protéger eux-mêmes. Il y a de quoi, et je comprends, il y a de quoi péter les plombs. Il y a des politiques qui m'ont dit, mais vous vous rendez pas compte de l'addiction au médoc, à l'alcool, notamment chez des femmes, parce que c'est trop difficile. Donc, protéger le plus longtemps possible et faire en sorte, effectivement, de pas que les leaders ne s'arrogent pas l'éternité du pouvoir. Ceci dit... je ne sais pas si l'exemple des États-Unis est le bon, parce que oui, tu as peut-être 2 mandats en tant que président, ça ne veut pas dire que tu as 2 mandats en tant que secrétaire d'État. Et en fait, le pouvoir n'est pas forcément d'être juste président. Il y a des gens qui sont tout à fait encore au pouvoir alors qu'ils sont dans l'ombre. Bien sûr. Peut-être là-dessus, la question, elle est surtout celle de la transparence, et c'est là que ça rejoint l'intégrité. Tu parlais des femmes. J'ai cette œuvre-là juste en face de moi qui est écrit Be the Wonder Woman You Can Be. Pour toi, en fait, parce que c'est vrai que le monde politique, c'est un monde d'hommes. Il y a quelques femmes qu'on voit, en particulier, je pense, au RN
où tu vois, t'as Marine Le Pen, et puis pas très loin, t'as Filleul, hein, c'est ça, hein, si je me trompe pas trop, dans les filiations. T'as Ségolène Royal, et finalement, t'as plein de femmes politiques par ailleurs, mais qui n'ont pas des positions ou des souhaits de devenir présidente. Je pense entre autres tu vois, à des femmes que moi j'aimerais bien voir présidentes, mais qui de toute façon n'ont pas envie de se présenter. Pour toi, c'est quoi la position des femmes sur la politique? Tu parlais tout à l'heure de la peur d'y aller. Je pense qu'on va revenir aussi sur cette histoire de leadership et de gestion versus cette gestion. Et en quoi une femme peut apporter. Moi, j'aurais tendance à dire une femme, mais en réalité, une personne qui est bien équilibrée, qui a un féminin développé. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. On va dire, les femmes peuvent apporter à la politique. Prenons la question à l'envers. De quelle femme leader avons-nous besoin aujourd'hui? C'est qui les icônes? C'est qui les modèles? Et j'essaye de ne pas me référer au contexte français, peut-être plus à un contexte international. Et je pose la question à plein de gens, c'est quoi ta leader idéal? La réponse de tout le monde en ce moment, de ce que j'entends, c'est des femmes. C'est Sanna Marin, c'est Jacinda Ardern, c'est Alexandria Ocasio-Cortez et Audrey Tang qui est non-binaire. J'entends pas beaucoup de personnes qui me disent le leader idéal, c'est un homme, en fait. Alors, peut-être que j'évolue dans un monde qui est très apartisan aussi, et que les personnes que j'écoute le plus sont des personnes qui sont pas forcément engagées dans les partis et qui refusent de prêter allégeance, justement, à un homme providentiel ou à une personne providentielle. Mais le sentiment de peut-être le soupçon... je vais dire, qu'on entend en France d'incompétence présumée en politique, bah évidemment, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Et il n'y a pas une seule femme politique, de Marine Le Pen à Valérie Pécresse, en passant par Najat Vallaud-Belkacem, qui n'ont pas vécu le sexisme violent en politique. Je ne sais pas si c'est propre aux politiques, je crois que non. Je crois que c'est quand même propre à tous les univers. Et encore une fois, là, je suis en train de te parler de politique. Je fais pas de politique, je suis pas partisane. Voilà, j'ai une approche purement activiste et de mobilisation citoyenne. Mais sur ce syndrome, finalement, le syndrome de l'imposteur qui existe quand tu es une femme, bah oui, bien sûr, il remonte à très longtemps. C'est les causes du patriarcat. J'ai envie de te dire. Le problème n'est pas tant le diagnostic. Le problème, c'est la solution. Il y a quand même très très peu, mais très très peu de partis ou d'organisations qui prennent en compte le fait d'aider et d'accompagner des futurs leaders politiques, les biais sexistes ou les biais racistes par lesquels les futures candidates vont peut-être pouvoir passer. Alors, moi, en ce moment, il s'avère que je travaille avec diverses personnalités politiques et activistes, notamment Trisha Shetty, qui est une activiste indienne, mais aussi Ben Rhodes, qui est l'ancienne plume d'Obama, avec le soutien de quelques personnalités françaises aussi, mais plutôt internationales, sur la création d'une académie pour accompagner justement et faire émerger les futurs leaders politiques. J'espère qu'elle verra le jour. Je le souhaite de tous mes voeux, en tout cas. On est vraiment... il y a beaucoup de monde qui disent qu'il y a un besoin, un petit peu dans tous les univers. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental, en fait. C'est pas... et puis cette académie, elle n'est pas pour les femmes. Et elle n'est pas pour les personnes non blanches. Mais c'est indispensable de le prendre en compte dans tes critères. Moi, j'en ai un peu marre, en fait, d'admirer politiquement ou d'être intéressée et curieuse des personnalités politiques qui sont des mecs blancs. Il y en a qui sont formidables. Sans doute. Mais il faut diversifier. Et malheureusement... Bien sûr qu'il y a des femmes dans le paysage politique, mais effectivement, elles sont rares. Faut qu'il y en ait plus. Et comment on fait qu'il y en ait plus? Il faut pas souffrir du déficit d'ambition. Des femmes exceptionnelles qui se cassent le cul, littéralement, pour un monde meilleur tous les jours, et qui auraient besoin d'être outillées, il y en a énormément. Alors maintenant, la question, comment on les outille? Évidemment, cette notion d'éthique, cette notion mais aussi de care, de comment on prend soin de soi, comment on se fait pas démonter, et comment on dépasse ce syndrome de l'imposteur qui, malheureusement, est inhérent à nous toutes. Et tout à l'heure, tu disais, en fait, j'ai envie, on aurait besoin, en tout cas, de donner envie à des personnes qui sont des activistes, ou potentiellement pas des activistes, mais en tout cas des personnes dont on sent qu'ils ont du potentiel, ils pourraient amener des choses vraiment fortes, et ce leadership, justement.
Et la question que je me pose, c'est comment on fait en fait pour transformer ces personnes-là? Parce qu'effectivement, et c'est assez étrange, mais tu en as parlé un petit peu, les personnes qui ont une assez bonne compréhension, assez bonne vision, assez bon leadership, ils n'ont pas envie d'y aller, étonnamment. Avant, il y avait un truc qui s'appelait les partis et il y avait un autre truc qui s'appelait les syndicats. Or, les générations, on va dire de moins de 40, 35 ans même, n'ont pas du tout envie d'aller prêter allégeance. Après, le monde a changé. Je ne vais pas rentrer dans des considérations historiographiques, mais le simple contexte, le concept d'État-nation a évolué aussi. La notion de frontière, la notion d'aller défendre que ce soit le Parti socialiste ou les Républicains. Ils travaillent encore sur des concepts très, très nationaux et qui, pour moi, sont un petit peu d'un autre temps. Aujourd'hui, on a des enjeux qui sont le réchauffement climatique, le big data, et en fait, tout le monde y a accès. Tout le monde a accès aux informations, ça va très vite et on peut être... moi, je le vois dans mon métier, tu peux être moscovite ou venir de Damas ou parisien et avoir exactement le même mode de vie, être végétarien, aller draguer sur Tinder et jouer à Pokémon Go. Non, mais... La notion de spécificité de l'État, elle change. Donc, du coup, la notion d'engagement, elle se change aussi. Et les mouvements, ils existent partout. Moi, je suis très proche de gens qui manifestent à Hong Kong, d'autres en Algérie, d'autres aux États-Unis et pour Black Lives Matter. Et en fait, et sur évidemment Fridays for Future, qui a créé une nouvelle génération finalement de personnes qui veulent s'engager fort et qui comprennent pas vraiment le concept de parti, d'État-nation ou de syndicats, de représentation politique, de démocratie participative. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut s'interroger parce que il y a la notion de mouvement et il y a la notion de parti. Et le mouvement, par définition, il n'est pas figé, il n'est pas aussi figé qu'un parti, qu'un syndicat. Et or, aujourd'hui, dans ces mouvements, on est entre pairs, on s'enseigne les uns aux autres. Des mouvements, moi, quand je discute avec Coexister ou des membres des Gilets jaunes ou d'Ansinga, on s'enrichit mutuellement de manière super horizontale. Il n'y a pas la pyramide où tu dois monter des galons pour être reconnu par tes pairs, puis désigné. Je pense qu'il y a de moins en moins de personnes qui s'identifient complètement à ça parce que ça ne fait pas partie de leur culture ni de leur génération. Alors maintenant, justement, pour donner envie, peut-être qu'il faudrait dire qu'on va créer les outils pour que ça se passe bien et pour que ces revendications, puisqu'elles existent de manière très très forte, autour du climat par exemple, autour de la migration, autour des femmes et du sexisme, les inégalités en tout cas sont les grandes causes aujourd'hui que les personnes que les personnes engagées, les jeunes défendent dans les mouvements et pas dans les partis. C'est peut-être dans ces univers-là qu'il faudrait ouvrir des portes en disant « Ok, vous êtes crédibles ». Parce que le regard politique aujourd'hui, je ne trouve pas qu'il donne, en France en tout cas, une grande crédibilité aux mouvements citoyens les plus engagés. Au contraire. Au contraire. Il y a une décrédibilisation, c'est même tourné en ridicule. Quand Greta Thunberg vient à l'Assemblée nationale, quand on parle des jeunes pour le climat, quand on parle de la rencontre des justices, qui est un mouvement de 4000 activistes aujourd'hui qui se bat pour plus de justice climatique, plus de justice sociale, en fait, là, il y a peut-être un moment où c'est eux les interlocuteurs. C'est eux les interlocuteurs parce qu'ils sont en mesure de mobiliser des millions de personnes dans ce pays. Et il va falloir faire très attention à non seulement l'écoute, la crédibilité et le fait de leur accorder une place. Le pouvoir, c'est pas un truc fermé, intime, pyramidal. Non, le pouvoir, on est dans une démocratie, on est dans une république. Ce sont des mots qui sont beaux, qui veulent dire quelque chose. En tout cas, moi, ce sont des mots que je respecte énormément. Le pouvoir, c'est le pouvoir à tous. C'est ça que ça veut dire. Et peut-être que là-dessus, il y a des limites qui ont été trouvées. C'est la logique de l'Assemblée, normalement. Mais... Démocratie participative, ouais, mais qui trouve ses limites. Les gens, ils n'ont pas forcément envie d'être représentés pendant des années par un représentant. Ils ont envie de se sentir représentés. Ce qui pose aussi la question des conventions citoyennes.
ou des budgets participatifs. Est-ce que c'est bien de faire des conventions citoyennes tous les 4 matins pour tout et n'importe quoi comment, en fait, tu inverses le pouvoir et tu dis, OK, il y a des nouvelles formes de pouvoir qui sont moins pyramidales, qui sont connectées, qui sont, les gens se parlent d'égo à égo et s'approprient complètement les choses. Et il n'y a plus besoin d'avoir des bacs plus 18 pour arriver au pouvoir. Pas du tout, en fait. Mais en revanche, il y a besoin de convictions qui sont fortes. En fait, c'est intéressant ce que tu disais parce que les problématiques auxquelles tu faisais référence, donc la protection du vivant et donc nécessairement l'environnement, les migrations, et il va y en avoir encore plus climatiques justement, les inégalités. J'ai la sensation, mais c'est mon avis et c'est ma sensation, que les politiques sont pas bien armés face à ces sujets-là. Et en fait, quand ils prennent le pouvoir, de ce que je comprends en tout cas, ils ont plus le temps de s'informer. Ils ont accès, bien sûr, à tous les chercheurs XY que tu peux envisager. Mais ils ont tellement de sujets à gérer qu'en fait, ils ont pas la connaissance et ils n'ont pas non plus la conviction, ce dont tu parlais à l'instant. Et du coup, effectivement, ils gèrent. Alors que nous, on voudrait un leader. C'est pas du tout la même chose de gérer une boîte et d'avoir du leadership, parce qu'un leader, il prend des décisions, il peut prendre des décisions qui peuvent être parfois un peu radicales. Il y a vraiment ce truc derrière le leader qu'un gestionnaire n'a pas du tout. D'ailleurs, les mots sont très parlants, je trouve. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faudrait un leader ou pas des co-leaders, mais bon, c'est très, très personnel. Sur la notion de temps long, c'est marrant parce que c'est une des questions que j'avais posées à l'administration de Barack Obama, l'ancienne administration. Est-ce que chaque année, vous vous êtes posé en disant « Ok, c'est quoi les États-Unis dans 10 ans ?» Et il disait ouais, c'était à l'heure du jour tous les 1er janvier chaque année. Mais en fait, on n'a pas pu, quoi. On n'a jamais réussi à se projeter sur le temps long. Et pourtant, c'est pas ça qui fait défaut. Il y a énormément de personnes en France qui militent pour la prise en compte du temps long. Je pense à l'Institut des futurs souhaitables, qui d'ailleurs a proposé un ministère du temps long pour conditionner toutes les politiques publiques sur l'impact sur le futur. Même pas l'impact sur l'environnement, l'impact sur notre futur. Et ça, c'est très systémique. Donc, ouais, évidemment qu'il y a besoin d'une prise en compte du temps long. En ce sens-là, il y a tout un mécanisme à revoir. Moi, l'homme providentiel viriliste qui mène la barque, je veux dire, bon, déjà, j'ai pas envie. Mais en plus, j'y crois pas. Je crois pas qu'un être humain ait la capacité de faire tout ce qu'ils sont en train de faire quand ils y sont. Donc, peut-être qu'on devrait changer ce narratif, cette légende autour de l'homme providentiel, parce que c'est pas vrai. C'est pas ni Macron, ni Sarko, ni Hollande qui... Non, je plaisantais sur Charles de Gaulle. Mais... Ou Charles de Gaulle, ouais, on en parlait tout à l'heure. Dieu, quoi. Ou papa, qui est là en train de s'occuper H24 de toi. Non, c'est pas vrai. C'est quand même des grosses machines. Après, changeons le récit, changeons l'imaginaire qu'il peut y avoir autour du pouvoir et posons cette question justement de la collaboration, de la transparence et des profondes valeurs qui vont animer la collaboration entre les différentes parties prenantes qui vont nous gouverner. C'est pas un mec qui se lève un matin et qui va passer à la télé et qui va dire « je suis convaincu que… » Non, je veux dire… Et puis, qui vont arriver et qui vont dire « et les Français pensent que… » Non, mais déjà, les Français, ça veut rien dire. Ouais, le peuple. Les Français, ça veut rien dire. Parfois, j'entends mais pourquoi les Français ne nous font plus confiance quand je suis dans des groupes de travail sur la confiance ou la défiance entre les Français et les élites, comme s'il y avait un eux versus nous. Il y a la dimension collective, j'ai l'impression dans certains cercles n'existe pas vraiment, ce qui pose la question de en fait quand tu considéreras toi que tu fais partie de tout ça, peut-être on pourra en discuter. Et en fait, c'est pas toi et les Français. Les Français, c'est plein de choses. Les Français, c'est pas juste des opinions politiques. Les Français, c'est des personnes qui sont concernées ou pas par diverses causes. Et comme je disais tout à l'heure, qui peuvent avoir les mêmes préoccupations que quelqu'un à l'autre bout du monde. Et notamment la crise climatique et les inégalités qui sont aujourd'hui les grands marqueurs qui vont faire qu'il n'y a pas les Français. On est embarqués face à des défis qui sont communs, mais on a des aspirations qui sont différentes, je pense. C'est comme... puis les Français, c'est comme Manuel Valls qui a dit « la femme », tu vois. Genre, quand t'entends ça de la bouche du Premier ministre, t'es là, mais la femme, ça veut rien dire.
ça prend en considération, mais rien, quoi. C'est ça. Et ça prouve qu'il connaît rien, d'ailleurs, à ce aux femmes. Ouais. À la femme. En tout cas, à la déconstruction du sexisme. Il a pas déconstruit grand-chose, pas sur ce sujet-là, en tout cas. Alors, du coup, dans ce que j'entends, toi, ce que tu dis dans le leader politique dont on a besoin pour demain, d'abord, il faut qu'il soit un leader. C'est un peu basique de le dire, mais néanmoins, ça semble Je pense important. qu'il faut qu'il ou elle soit collaboratif, en tout cas. Ouais. Et voilà, et c'est là où j'allais en venir, c'est que il y a ce côté collaboratif dont tu parles, qui fait partie des valeurs, de valeurs plutôt modernes. Il y a, j'ai l'impression dans ce que tu décris, une compréhension des problématiques qui dépasse le niveau national, mais sans oublier évidemment le national. Enfin, c'est-à-dire comprendre. Tu vois, tu disais on fait partie des Français, mais on fait aussi partie du vivant. Quand je disais la problématique, c'est de sauvegarder le vivant. En fait, sauvegarder le vivant, c'est sauvegarder nous aussi, idéalement. Et du coup, qu'est-ce que ça implique en termes géopolitiques, sur la France, etc. De quoi d'autre auraient besoin les leaders? Donc, il y a de l'éthique, on en a parlé aussi un petit peu. Il y a, de toute évidence, que ce soit un homme ou une femme, une part féminine qui soit bien développée. Et par part féminine, moi, ce que j'entends, c'est de l'empathie, une forme de vulnérabilité, bref, de la puissance féminine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'un leader politique devrait avoir demain, selon toi, pour pouvoir exercer le pouvoir? J'ai envie de répondre, c'est l'amour. Mm-hmm. Et il a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ouais, elle a besoin de beaucoup, beaucoup d'amour. Les niveaux de violence aujourd'hui à l'encontre des représentants politiques atteignent des sommets. Les niveaux d'agression, de vandalisme, de menaces atteignent des sommets. Moi, avec ma toute petite échelle, je reçois des centaines d'insultes avec mon activité avec Singa, sur les réseaux sociaux, des trucs extrêmement coordonnés par des sites tels que F de Souche et les gens qui les lisent. En fait, je me dis, mais c'est terrible, en fait, de se retrouver aussi exposé avec des passages à l'action. Donc, j'ai envie de dire, on a besoin d'amour dans tous les sens. Des personnes qui nous entourent, des personnes qui croient en nous, des personnes auxquelles on croit, d'ailleurs, et recréer ce contexte un petit peu plus de confiance et effectivement d'empathie. Je sais pas, moi, je l'aurais pas identifié au féminin, mais juste à l'humanité en général. Cette notion de care, elle me paraît essentielle et c'est en ça que je pense aussi qu'il y a besoin, alors c'est contradictoire avec ce que je dis sur les partis, mais d'une famille et peut-être pas forcément d'une famille politique, mais ce que je vois, c'est que on a peut-être besoin aussi de se parler transpartis. Il y a des mouvements européens de parlementaires, par exemple, qui se retrouvent de femmes ou de personnes qui travaillent pour les objectifs du développement durable des Nations Unies. Parliamentarians for ODD, par exemple, qui est cofondé par l'ancienne ministre de l'écologie du Danemark, qui dit ça, en fait. On a besoin de se rassembler juste pour se donner du soutien. On n'est pas d'accord, c'est pas grave. On est là les uns pour les autres. Ah ouais, et toi, il t'est arrivé ça? T'as vécu tel moment de racisme? T'as vécu tel moment d'agressivité? On t'a fait un coup bas? Non, mais on va s'entourer et on va prendre soin les uns des autres et on va se donner aussi des conseils sur comment tenir face à ça et avoir comme un petit peu des petits drapeaux à côté qui disent n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas pourquoi tu te bats, n'oublie pas ce que t'as au fond des tripes. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui est important. C'est pas le jeu politique. C'est ce qu'on a au fond des tripes. Ça, c'est quelque chose, malheureusement, qui ne transparaît pas. Je sais bien sûr qu'il y a des leaders, il y a plein de leaders politiques qui se battent avec leurs convictions, avec leurs tripes, mais ce n'est pas forcément l'image qui en ressort, quoi. Et les leaders politiques ont peut-être aussi besoin d'apprendre de ça, parce que quand on parle d'éthique, il y a aussi la question de pourquoi il y a eu des scandales, pourquoi les Panama Papers, pourquoi l'affaire Fillon, pourquoi l'affaire Sarkozy aussi qui est sortie, ou le procès Balladur qui va démarrer. Pourquoi ça s'est passé? Déconstruisons-le, pourquoi ça s'est passé, et essayons de plus jamais refaire la même chose. Et quand tu vois, par exemple, dans les pays nordiques, par exemple, s'il y a le moindre petit écart, et ça peut être un microscopique écart, ils sont mis de côté, en fait, de manière assez systématique. Donc, il y a aussi ça. Hein, ils sont accountable.
Et cette notion de good leadership, elle est très importante. Les personnes qui sont au pouvoir travaillent pour nous. Enfin, je sais pas, il n'y a pas que la puissance publique. Il y a aussi les personnes qui se font élire, qui sont aux commandes et qui sont redevables, qui doivent rendre des comptes sur absolument tout. Et ça, j'en reste convaincue et persuadée. Et c'est vrai qu'à certains égards, oui, tu as des députés, ministres, etc., qui disent non, mais attends, le scandale du homard, par exemple, c'est trop, quoi. Pourquoi on devrait toujours se justifier sur ce qu'on mange, avec qui on bouffe, etc. Mais en fait, si, parce qu'à partir du moment où tu portes l'écharpe, tu incarnes les personnes qui ont voté ou qui n'ont pas voté pour toi, mais tu as une responsabilité qui est énorme. Au même titre, qu'un représentant de n'importe quelle organisation, quand il va prendre la parole, c'est en redevabilité. Ça, tu peux le transposer partout. Moi, il s'avère que je suis directrice générale de Singa, et quand je parle en conférence, je ne parle pas pour moi. Je ne parle pas pour les intérêts de telle ou telle personne. Il y a 50 000 personnes dans Singa, et beaucoup de personnes migrantes, réfugiées, mais aussi des locaux, à qui je suis redevable. Donc, chaque mot que je vais utiliser va relever d'une importance stratégique parce que c'est envers eux, c'est pour eux que je le fais. Et ça, c'est une prise de conscience, j'ai l'impression, qui est oubliée parce que le coût du temps long, pour y revenir, tu vois, tu as des ministres, ils ont des conseillers tweets. Ils n'ont pas de conseillers éthiques. Il y a des gens qui sont payés au gouvernement pour déterminer des tweets qui vont être écrits dans la journée. Et là-dessus, tu te dis, mais en fait, tes tweets en fonction de la réaction, de la petite phrase, de machin adiqueux, etc., c'est pas pour ça qu'on te paye, en fait. C'est pour que tu portes et que tu incarnes. Et je pense que là-dessus, il y a un gros nettoyage à faire. Ouais. Ça me semble clair. Quand tu parlais, je vais aller à l'inverse de ce que tu dis, mais je le fais à Etienne. Parfois, je me questionne et je me dis, est-ce qu'on ne demande pas aux leaders politiques des choses que nous-mêmes, on serait incapable de faire, tu vois, une forme d'impeccabilité permanente. En particulier, tu vois, si on reprend l'exemple des masques, et je parlais tout à l'heure de vulnérabilité, pour moi, après c'est très facile de le faire avec le recul, et j'ai pas le pouvoir, et j'ai pas du tout l'intention de le prendre, de quoi qu'il soit, voilà. Mais peut-être qu'ils auraient simplement dû dire, on est dans la merde, on n'a pas de masque. En fait, ça marche. Transparence. Donc, tous ceux qui savent coudre, allez-y, le temps qu'on en commande, quoi. Enfin, tu vois, et peut-être que c'est juste ça, de dire, oui, bien sûr, qu'on peut tous faire des erreurs, c'est pas la question. Mais que, juste quand tu fais une erreur, tu le reconnais et tu dis les choses, plutôt que d'essayer d'aller soudoyer l'OMS pour qu'ils disent que les masques, c'est pas important, quoi. Sur les scandales dont je parlais aussi, en fait. Je pense en plus que, moi, à titre personnel, j'aurais beaucoup plus d'admiration pour quelqu'un qui reconnaît ses erreurs avec humilité et qui fait amende honorable que quelqu'un qui ment ou qui dit « ouais, bon, j'ai merdé, mais c'est pas grave ». Et donc, ça rejoint la notion de transparence. Mais bien sûr qu'on leur demande énormément. Il y a une dimension sacrificielle, en fait, dans cet engagement. Moi, j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnalités politiques, même si il s'avère qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements, en tout cas, que moi j'essaye de comprendre et qui me sont rapportés et qui sont dont tout le monde parle. Je pense qu'il y a quand même un gros sacrifice de ta vie privée. Tu fais comment quand tu es super médiatisé et que tu as des enfants, en fait. Ne serait-ce que ça pose question. C'est encore une fois là-dessus qu'il va falloir vraiment, vraiment préparer les futures générations de leaders politiques, parce que je crois que la dimension sacrificielle, de toute façon, les jeunes générations, elles l'ont déjà. Je veux dire, on ne sait même pas si nos enfants ils vont pouvoir respirer correctement. On ne sait même pas si nos enfants vont être capables d'avoir des enfants. Moi, je me lève tous les matins avec un sentiment d'urgence, une boule au ventre, et le fait de me dire, oui, de toute façon, presque tout est foutu. Du coup, autant se battre, en fait. Et je suis très impressionnée parce qu'aujourd'hui, tu as des personnes qui ont 16 ans et qui soulèvent des montagnes et qui se battent, non pas parce que c'est important pour leur carrière, mais parce que c'est une génération qui n'a limite plus rien à perdre, qui n'a connu que
les crises, la crise financière, la crise écologique, la crise sanitaire, toutes les crises. Il y a tout le temps des crises. Donc, quand tu connais que la crise, tu dis, bon, bah, en fait, voilà, de toute façon, il faut y aller parce que c'est instinct de survie de l'humanité. Nos gamins vont avoir un instinct de survie vachement plus développé que nous. Enfin, que nous. Moi, j'ai 33 ans, donc je ne sais pas exactement qui écoute et quelle tranche d'âge. Mais l'instinct et la voracité, de toute façon, elle va se déployer. Et elle va se déployer, j'espère, vraiment pour un meilleur. Donc là, il faut les outiller pour dire, OK, tu as un instinct de voracité, tu vas changer le monde, super, change le monde, vas-y. De toute façon, qui te prépare pour changer le monde ? Il n'y a pas d'école pour changer le monde aujourd'hui. Tu t'arrives, tu dis, bon, bah voilà, moi j'ai envie d'avoir un impact positif sur le monde. On te dit quoi ? On te dit, fais de la politique, va à Sciences Po. Super, OK, on sait ça, on connaît les résultats que ça a. Ou alors, on te dit, deviens entrepreneur social. Et là, il y en a des milliers qui disent, bah ouais, moi c'est comme ça que je vais changer le monde, je vais créer mon innovation sociale ou mon innovation écologique et je vais le faire. Mais je pense que c'est maintenant qu'il faut réconcilier les deux univers parce que justement les personnes qui changent le plus le monde, pour moi, elles sont pas forcément en politique. Et justement, tu disais, il n'y a pas vraiment de formation pour les leaders politiques de demain. Et pourtant, il y a Marion Maréchal Le Pen qui en a créé une, non ? Elle n'est pas la seule. Ouais. Donc il y a Marion Maréchal qui a créé à la fois son université et son think tank en décembre, je crois, 2020. Steve Bannon également, qui était le patron de Cambridge Analytica et l'ancien conseiller de Donald Trump, a également créé un institut en Europe. Et on voit que les cursus de formation à tendance ultranationaliste émergent et fleurissent partout en Europe. Et surtout, ils s'organisent. Pardon, je te coupe. Ils sont très, très bien organisés. Ils sont extrêmement bien organisés. Alors, on ne va pas rentrer aussi dans le concept de troll, de fake news, mais bon, on sait bien que c'est très lié. Il y a par ailleurs une enquête de Vice qui a démontré qu'il y avait un camp d'entraînement en Ukraine pour ultranationalistes, en gros pour débarrasser l'Europe des migrants. Un truc armé, un truc hyper violent. Tu peux aller en colonie de vacances avec ta Kalachnikov pour apprendre à casser du migrant. Enfin, je veux dire, on en est là. Et ouais, là-dessus, je trouve que tout ce qui est progressiste, démocrate et aussi la radicalité politique n'a pas son école. Il n'y a aucun endroit où on va nous apprendre. Moi, je me considère profondément progressiste et aussi radicale, je pense. Il n'y a pas d'endroit où on va nous apprendre à entrer dans le game, à avoir confiance en nous et à pouvoir porter nos messages et nos convictions. Et c'est ça que j'aimerais bien bosser cette année avec cette académie. C'est pour ça que, voilà, actuellement, moi, la posture, c'est de dire, OK, on est pas mal de personnes qui ont pratiquement tous une expérience politique ou activiste. On travaille aussi avec des partenaires type Sciences Po aussi, parce que je vais pas cracher aussi sur Sciences Po. Il y a des fondamentaux. Oui, tu vas enseigner l'éthique, l'histoire du XXe siècle, études comparatives sur racisme systémique entre Brésil et France. On a besoin de ce curriculum-là. Et il y a évidemment tout un aspect care, confiance en soi, posture, comment on fait quand on se fait attaquer dans tous les sens, parce que on va aller vers ça. Moi, ce qui me fait très peur, c'est l'extrême polarisation. Le problème, c'est qu'on y arrive. De par mon parcours avec la migration, déjà, tu vois que c'est toujours le sujet qui va crisper le plus politiquement. De toute façon, moi, je défends que des trucs que tout le monde adore. Hein. Le féminisme, le réchauffement climatique, la migration, que des sujets... très fédérateur. Mais du coup, là-dessus, il y a très, très peu d'outils. Et lorsqu'il y en a, je trouve que c'est super qu'il y en ait, mais je pense qu'il y a aussi un déficit d'ambition. On ne te dit pas, voilà, on va former les futurs présidents de la République. On te dit, on va te former à devenir député pour un parti, pour un président de la République qui existe déjà, en fait. C'est bien qu'il y ait des partis qui commencent un petit peu à avoir des incubateurs, d'ailleurs à se référer, pour certains, à Alexandria Ocasio-Cortez. Mais je pense qu'il faut quelque chose aussi qui soit transpartisan. Tu as un socle de valeurs qui est important, encore une fois, l'éthique, l'intégrité, good leadership, le care. Et c'est autour de ça qu'on doit réunir ceux qui aujourd'hui changent le monde et vont le faire à échelle démultipliée dans les prochaines années.
C'est marrant parce que ton discours, enfin tout ce que tu racontes, ça fait énormément écho avec ce que par ailleurs David Jace, que j'ai reçu sur le podcast, me raconte. C'est-à-dire qu'il parle d'un grand compromis, d'un grand compromis, du fait que plusieurs parties peuvent se mettre d'accord en fait sur une vision, même si ils ont des manières différentes de vouloir y aboutir, mais en tout cas d'avoir une vision commune. Mais alors concrètement, comment ça marche? C'est-à-dire comment je rentre dans cette formation? Qui je vais rencontrer? Parce que c'est étonnant de se dire, tiens, je vais faire une école pour former les prochaines présidents ou présidentes de la République. En fait, l'idée est incroyable en même temps, mais parce qu'elle est, enfin, pour moi en tout cas, quelque part, je sais pas, folle, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, tu vois. J'aurais jamais pensé, tout simplement. Tu vois, je me suis jamais dit, tiens, parce qu'effectivement, quand tu dis ça, tu penses à l'ENA, mais c'est vrai que l'ENA, ça forme pas du tout à ça, en fait. Et du coup, la question que je me pose, c'est comment ça marche. Enfin, même si là, c'est pas fonctionnel, idéalement, pour le moment, mais t'as quand même pas mal de trucs en tête. Donc, ouais, comment ça fonctionne? Ça fait 1 an qu'on y réfléchit. On est quand même une belle équipe avec plein d'expériences différentes, des Américains, des Français. Clairement, l'idée, c'est de pouvoir proposer aux personnes qui sont déjà dans l'engagement citoyen, qui ont déjà eu la capacité de mobiliser des millions de personnes, d'arriver dans cette académie. La promesse, c'est pas de dire, OK, tu viens, donc tu dois être président. Ou présidente. Évidemment, heureusement, non. Mais c'est de dire, OK, tu as 6 mois de ta vie. Alors, idéalement, on aimerait bien rémunérer les participants aussi avec une bourse plutôt généreuse, parce que qui arrête 6 mois de sa vie voilà. Sur juste le fait de dire ah bah super, je vais me payer une petite formation. Non, là, c'est sûr, déjà ça fait un biais énorme, hein, par légèrement, ouais. On va se retrouver dans l'entre-soi parisien, ça. Non, surtout pas. C'est d'avoir un reach sur les personnes les plus, enfin les community organizers finalement, les plus impactantes socialement et environnementalement. Et de leur proposer cette formation de 6 mois autour de ces 3 piliers et avec l'intervention évidemment de chefs d'État, d'anciens chefs d'État, de ministres ou de représentants en exercice, dimension hyper internationale. J'essaye vraiment d'avoir le moins possible d'intervenants français pour. En plus, sinon ça va être biaisé parce que ça va. Enfin, moi, je vais appeler des personnes que je connais chez les Verts au Parti socialiste, par exemple, et on va me dire bah voilà, ça y est, elle fait la gauche. Ouais. Non, l'idée c'est vraiment d'avoir cette dimension super internationale pour pas avoir trop de côté partisan. Donc, ces personnalités qui vont venir, qui vont passer du temps avec les académiciens, avec les participants. Pas mal de temps dans un peu les mêmes conditions, un peu une dimension très confidentielle où on va pouvoir se challenger mutuellement. Des mentors, évidemment, et des cours dans des grandes écoles. Ça représente à peu près un mi-temps. Il y a quand même pas mal de bootcamp autour. Il y a des enjeux digital, géopolitique, ce qu'on appelle l'espionnage, par exemple. Enfin, comment tu fais quand tu es au courant de choses qui sont secret défense. Mets-toi dans les bottes de la directrice de la CIA. Tu prends quoi comme décision, quoi. Bien sûr. Donc, c'est beaucoup de mise en situation comme ça avec les personnes qui ont déjà eu à prendre ces décisions à des grosses échelles politiques. Et bien sûr, la dimension care avec tout un truc bien-être. Alors, ça peut paraître complètement incongru, mais moi, je pense vraiment que la méditation, les sports de self-défense sont des choses qui sont hyper importantes. Apprendre à avoir une discipline aussi personnelle pour être bien dans sa peau, bien dans son corps, pas sombrer justement dans l'alcool, dans les médicaments ou autres. Moi, à titre perso, c'est Barack Obama qui m'avait dit le meilleur conseil que je puisse te donner de toute façon en tant qu'humain, d'humain à humain, c'est la discipline vis-à-vis de soi-même. Moi, je dors 9 heures par nuit, je fais du sport le matin, je lis un livre par semaine, je suis végétarienne, je mange bio. Alors, bien sûr, je fume. Voilà,
Mais le fait de s'imposer soi-même une discipline ou d'avoir des personnes qui m'accompagnent, d'autres choses. Moi, il y a un truc qui est inconditionnel, c'est ma psy, chaque semaine. Et j'ai pu être en rendez-vous parfois à Davos ou aux Nations Unies et dire, excusez-moi, je m'en vais 30 minutes, j'ai psy. C'est des choses sur lesquelles je fais pas de compromis et ça revient beaucoup aussi dans les personnes qui ont exercé des mandats. Je pense à Obama, bien sûr, mais Avril Haine, qui était vice-directrice de la CIA, ou Samantha Power, qui disent tout le temps ça, en fait. C'est hyper important. Tu te fixes ta grille et tu la tiens, tu t'y tiens, parce que sinon, c'est foutu. Et donc, dans l'académie, il y a une dimension qui est beaucoup autour du care. Pareil avec le nombre de clopes, tu t'astreins à un certain nombre de clopes. Mais je suis content parce que quand tu viens chez moi, tu ne fumes pas. Non. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Les frontières, toutes les frontières. Bon, il y a les frontières entre les différents univers, entre les différents, ce qu'on va appeler peut-être les classes sociales. J'ai beaucoup de mal avec ce mot, qui font qu'on sent qu'on peut pas passer d'un univers à un autre, ce qui amène à beaucoup de syndrome d'imposteur ou d'illégitimité, mais aussi les frontières physiques qui font qu'aujourd'hui on pense que parce qu'on est dans un État-nation, on est meilleur ou moins bien, on va se comparer dans une logique très compétitive avec le reste du monde. Je pense que c'est quelque chose dont on doit se débarrasser. Moi, j'ai énormément appris des personnes que j'ai rencontrées avec Singa dans un premier temps, parce que quand tu as face à toi quelqu'un qui s'est battu pour sa liberté, qui a été en prison, qui a été torturé, qui s'est échappé, qui a été espion, qui a été contre-espion, et qui se retrouve ici dans un centre d'accueil dégueulasse, à pas pouvoir faire quoi que ce soit. Ça a été un peu le premier truc qui m'a fait me réveiller en me disant, ok, peut-être ces frontières-là, il va falloir les abolir, en fait, les frontières physiques et les frontières de l'imaginaire autour de, oui, on est différents, moi je suis meilleur, moi je suis moins bien. On est sur cette planète, il faut qu'on s'en occupe. On est dans quelque chose, heureusement, qui s'appelle démocratie. On a plutôt intérêt à en prendre soin. Et justement, c'est en abolissant les frontières qui nous séparent qu'on va pouvoir le faire. Super. Merci beaucoup, Alice. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.